Bienvenue donc à cette table ronde consacrée au rapport entre poésie et scène. C'est une association qui peut sembler de prime abord assez surprenante, assez inattendue. On peut penser que la poésie s'écrit, elle naît, elle s'écrit, elle se lit en dehors de la scène, que la scène n'est pas l'horizon ultime de la poésie. Alors c'est vrai que l'écriture du poème, d'une certaine manière, présuppose une scène intérieure, sur laquelle peut-être le poète s'adresse à un destinataire imaginaire. C'est vrai également que le poème peut être vu aussi comme étant lui-même à lui seul une mise en scène de l'écriture, en ce qu'il montre l'écriture en train d'advenir. Et c'est vrai enfin qu'il y a probablement chez le poète, lorsqu'il écrit, une sorte de profération intérieure, parfois même extériorisée, puisqu'on sait qu'il y a des poètes qui éprouvent leurs poèmes en les lisant d'abord, je pense à Yeats, et qu'il y a à tout le moins donc, cette profération intérieure. Je pense à la notion d'emportement du muet qu'on trouve chez André Dubouché. Mais quand même, il y a au fond une autosuffisance et une complétude du texte poétique qui distingue nettement ce texte poétique du texte théâtral, dont on dit souvent qu'il est un texte à trous ou un texte couché, qui est en attente d'un accouchement, en quelque sorte, et en attente d'une validation par la scène, ce qui n'est absolument pas le cas donc, du texte poétique. Et finalement, on peut penser que la poésie, c'est essentiellement un colloque, pour prendre une métaphore médicale, un colloque singulier entre le poète et son lecteur. Alors une fois qu'on a exprimé tous ces doutes un peu principiels, un peu théoriques sur les liens entre poésie et scène, on doit bien se rendre à l'évidence qu'il y a des rapports entre la poésie et la scène qui sont tout à fait importants. La poésie et scène vont à la rencontre l'une de l'autre. Alors il y a d'abord des mises en scène qui sont faites de textes poétiques. Je pense récemment à la mise en scène de Rêve et folie du poète allemand Georg Trakl par Claude Régis, à la mise en scène de Plume d'Henri Michaud par Sylvain Maurice. On a régulièrement des lectures publiques de poèmes qui sont organisées. Certains poètes allaient dans les lieux publics pour lire leurs poèmes. Je pense à Charles Reznikoff, un poète que j'aime beaucoup, qui lisait ses poèmes dans les rues de New York. Je pense à Jules Moussereau, qui est un poète cher à Jacques Bonafé, un poète mineur, littéralement et dans tous les sens, parce qu'il était vraiment mineur de fond avant de devenir poète. Et puis je pense à Ariel Spigler, qui lit ses poèmes régulièrement, voilà, en public. Des poèmes sont écrits pour être dits. Je pense à Gerasim Luca. Et des comédiens se consacrent à la lecture de poésie, comme le fait Jacques Bonafé. Et il y a enfin un certain type de poésie qui entre dans une sorte de spectacle total. Je pense au slam et aux performances, avec parfois même une mise en scène qui peut prendre le pas, sur le texte poétique lui-même. Du côté du théâtre, puisqu'il y a cette symétrie qui vient également de la part du théâtre, on parle bien de poètes dramatiques lorsqu'on parle des poètes classiques. On va parler d'un vers de Shakespeare et on va lire Shakespeare comme un auteur sans forcément avoir comme horizon la mise en scène de ses pièces. Antoine Vitez privilégie également l'appellation de poète dramatique à celle d'auteur dramatique. Il y a cette similarité formelle entre poésie et théâtre dans l'usage du vers, métré, rimé ou du vers libre. Et plus généralement, un certain théâtre, et peut-être la meilleure part du théâtre, est attaché à mettre en valeur la fonction poétique du langage, en exploitant la musicalité, le rythme, les sonorités du langage, en faisant aussi ressortir les écueils et l'obscurité du langage. Et peut-être qu'on pourrait dire du théâtre ce que Mallarmé disait de la poésie, c'est-à-dire que le théâtre, ça ne se fait pas avec des idées, ça se fait et ça s'écrit avec des mots. Tout cela m'amène donc aux trois questions que je voudrais poser à nos invités. Première question, qu'est-ce que la scène apporte à la poésie et comment se manifeste cet apport? Et peut-être une autre question subsidiaire, est-ce qu'on peut parler de mise en scène lorsque le poème est seulement dit et lorsqu'on fait simplement entendre ce que John Fosse appelle la voix de l'écriture? Symétriquement, qu'est-ce que la poésie apporte à la scène? Qu'est-ce qui est poétique dans le spectacle, dans la mise en scène?
Et dernière question, au fond, l'alliance et la confluence entre poésie et scène, et la scène, est-elle l'avenir de la poésie et une façon pour la poésie de sortir un peu d'un certain confinement dans lequel elle peut se trouver, au risque peut-être d'une perte, d'une dilution de son identité. Donc pour répondre à ces questions, nous avons donc quatre invités. Je commence par vous, Élise Vigier. Vous êtes comédienne, metteur en scène et scénariste. Vous avez fondé en 1994 avec Frédéric Lollier la compagnie le Théâtre des Lucioles, au sein duquel vous êtes comédienne, metteur en scène et auteur. Vous êtes artiste associé à la Comédie de Caen et à la Maison des Arts et de la Culture de Créteil. Vous poursuivez depuis plusieurs années un travail avec Frédéric Lollier d'adaptation, de mise en scène des textes, en particulier de Leslie Kaplan. Je suis allé voir Louise Aléfold, que vous avez mis en scène, dans lequel vous avez joué récemment à la Maison des Arts et de la Culture, où justement vous mettez en avant ces écueils et ces obscurités du langage. Et vous mettez actuellement en scène, ce sera les 13 et 14 juin, à Caen, les entretiens imaginaires entre le photographe Richard Avedon et James Baldwin lors de leur voyage dans l'Amérique profonde au moment dans le cadre du mouvement des droits civiques, au moment où la ségrégation était encore importante. Jacques Bonafé, vous êtes comédien, metteur en scène et lecteur public et grand promoteur de la poésie. Vous avez tourné sous la direction de Michel Deville, Jean-Luc Godard, Jacques Doyon et récemment Eugène Green dans Le Fils de Joseph et Philippe Ramos dans les Grands Squelettes. Vous avez été président de la Conférence des évêques de France dans la série Ainsi soit-il, je le précise. Et vous animez sur France Culture une émission quotidienne intitulée Jacques Bonafé lit la poésie. Vous lisez toute la poésie, donc du lundi au jeudi de 15h55 à 16h. Donc on vous a entendu lire récemment Benoît Barnard, ici mis en valeur particulièrement cette année, Valère Novarina, Jérôme Leroy, Jean-Claude Pirotte et Joachim Dubélé aussi, puisque vous ne lisez pas que des poètes, que des poètes contemporains. Et je sais que vous promouvez une vision un peu organique de la poésie, la poésie un peu comme un tout, comme un arbre qui aurait des branches principales, des branches maîtresses, qui seraient les grands poètes, et des branches secondaires, qui seraient les poètes plus mineurs. Ariel Spiegler, Ariel Spiegler, vous êtes poète et chanteuse, auteur, compositeur, interprète. Vous avez publié en 2017 aux éditions de Corlevour votre premier recueil intitulé « C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment » qui a reçu le prix Découverte Apollinaire. Votre prochain recueil paraîtra en novembre 2019 aux éditions Gallimard. Et dans vos spectacles, vous chantez vos chansons, vous chantez des poèmes, mais vous dites vos propres poèmes. Voilà, vous ne chantez pas vos propres poèmes. Michel Simoneau, enfin, vous êtes écrivain, metteur en scène et sociologue. Vous avez une carrière universitaire derrière vous. Vous êtes spécialiste de la politique culturelle et pas seulement spécialiste, mais aussi acteur de la politique culturelle, puisque vous avez œuvré au sein de France Culture pour défendre une politique d'auteur. Vous avez écrit une vingtaine de pièces, parmi lesquelles récemment Le but de Roberto Carlos aux éditions Quartet et Delta Charlie Delta, paru en 2016 aux éditions Espace 34 et créé en 2018 à l'Échangeur de Bagnolet. Une pièce qui a pour sujet donc l'événement déclencheur des émeutes urbaines de 2005, hein, donc la mort de ces deux adolescents, Zied et Bouna. Et pièce texte dans lequel vous juxtaposez différents types d'écriture, et notamment poétique, en faisant ressortir la dimension un peu mythologique de cet événement. Et je vous sais très attaché, comme nous le sommes à Profession Spectacle, à la promotion et à l'autonomie, au rétablissement, on pourrait le dire, du texte théâtral. Et vous participez en ce sens aux États généraux des écrivaines et écrivains de théâtre. Voilà. Donc je vous merci d'être présent. Et donc je vous rappelle donc la première question. Qu'est-ce que la scène apporte à la poésie et comment se manifeste cet apport? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Jacques Bonafé. Qu'est-ce que la scène apporte à la poésie? Je reviens à ce que vous disiez. Il y a apparemment une intimité du poème, et pourtant, il est déjà assez scénique par lui-même. Il se choisit une place sur l'espace du livre, sur la page, qui déjà
le désigne, le souligne au regard, le met en regard à la vue. Ou alors, s'il refuse de le faire, on s'aperçoit que le poème a refusé de céder au dispositif habituel par petits groupes, par petites strophes ou par vers, etc. Et on se dit, ah, ça c'est un drôle de poème ininterrompu, il y en a quelques-uns, etc. Mais sinon, par lui-même, si je prends le poème, il est déjà scénique dans sa naissance à l'écriture, voilà, dans son état d'écriture. Après, nous, alors, quel est le rapport à la scène? Qu'est-ce qu'on va faire entendre du poème? Je suis obligé de repartir de sensations anciennes, de comédiens, et qui commencerait peut-être par l'idée que le poème a absolument envie de parler. Il faut lui aider à cette adresse, au fait qu'il cherche à trouver un interlocuteur, comment dire, il a le propre dispositif de l'adresse contenue dans son histoire. Il pourrait parler tout seul d'une certaine manière, mais on peut l'aider. À un moment, je sais que j'ai retenu juste cette phrase parmi les phrases contemporaines que je feuilletais, qui revenaient sans cesse. Il faut préférer que le poème parle. Voilà. Et c'est d'ailleurs une phrase qui signale que sinon, il peut aussi décider de rester silencieux. Peut-être que dans mon expérience à la radio, je me rends compte quelquefois que eh ben là, je me suis trompé. J'aurais pu me taire. C'était pas nécessaire de le dire. C'était pas nécessaire de... Tous les poèmes n'attendent pas à ce qu'on les parle. Voilà. Après coup, on se rend compte que quelques-uns manifestent peut-être qu'il faut faire entendre qu'ils se taisent. Ça, c'est drôle. Ça, c'est assez curieux. Après tout, il reste un bout d'initiative possible, même à la scène, même dans cet extravertissement qu'est la scène, de faire entendre en quelque sorte leur silence, leur intimité, leur pudeur extrême, leur force de pensée ou de pensée intérieure, qui fait que en les parlant, on les abîme, est-ce qu'on les déflore? Non, c'est pas tout à fait ça, c'est que rien n'est dit de leur vraie puissance. Mais j'ai appartenu à, disons, pas une génération, à un mouvement qui disait il faut préférer que le poème parle, qui donc succédait probablement à trop de silence formel, et qui a créé des manifestations au cours desquelles, on reconnaît ça dans certains titres anciens du Printemps des poètes, la voix haute, la poésie à voix haute, qui faisait qu'il y avait besoin, il y avait un rendez-vous naturel dans le temps de pas mal de poètes qui écrivaient à ce moment-là avec une expérience de la scène. C'est à cette première expérience que je pense quand on parle du rapport poésie et scène. Une tribune au cours de laquelle des écritures effectivement en vie. Alors je pense à ce moment-là à plein de poètes, mais tout d'un coup me vient la figure de Serge Pey, qui ne peut pas se contenter de rester dans le livre. Bien sûr, celle de Jean-Pierre Verhegen, dont l'exploit, ou celle de Novarina d'ailleurs, qui pousse aux frontières du théâtre, celle de Zéno Bianu à ce moment-là, et d'autres encore qui avaient besoin de clamer, voire même de revenir à déclamer leur tessiture, leur sonorité. Et bien sûr, il y avait aussi Laurence Vielle dans les mêmes moments, ainsi que, parce qu'elle m'est très chère, mais murmurante, Valérie Rousseau et d'autres encore. Il est clair qu'il y avait, d'une manière très accueillante, une famille qui avait alors besoin et qui préférait que le poème parle. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de cette expérience-là qui est peut-être
en métamorphose, puisqu'on en parle, et qui n'est plus tout à fait dans le même état du désir de profération, qui n'a pas la possibilité de choquer, de surprendre de la même manière. Et, voilà. Alors, pour m'arrêter là, c'est la première idée que j'ai, c'est cette idée de la voix haute pour le poème, parce que, bien sûr, je l'expérimente sans cesse. Il me semble que tout poème réclame la parole. Ça, il n'y a pas de discussion. Y compris pour dire après, oh, ben, j'aurais préféré me taire. Mais ça, c'est pas bien grave. Il n'y a pas de poème sans cette adresse à la parole même. Et puis, pour ce qui est de la poésie en scène, j'ai l'impression que je rentrerai dans une autre histoire, dans une autre démonstration, et j'ai peur de m'y perdre. Donc j'ai tendance à la laisser de côté, parce que c'est un sujet drôlement épineux que de vouloir mettre en scène la poésie au théâtre, où je pourrais dire, j'ai vu... non, j'allais dire quelques catastrophes, j'ai vu des expériences très, très variées du poème en scène. Voilà. Merci Jacques Bonafé. Ariel Spigler, est-ce que vous pensez également que tout poème est fait pour être parlé, pour être dit publiquement, ou est-ce qu'il n'y a pas des poèmes qui sont faits simplement pour être lus, je dirais, dans le secret de cette relation intime entre le poète et son lecteur? Oui, ça marche. C'est ce que disait Jacques Bonafé. Il y a des poèmes qui demandent à être laissés en silence, et il a dit très bien. Non, je pense pas que tous les poèmes soient faits pour être lus ou dits à voix haute. Pas du tout. Élie Vigier, est-ce que vous voulez réagir? Alors, moi, je peux parler de l'expérience avec Leslie Kaplan, puisque je suis là aussi, parce qu'elle ne peut pas être là. Donc, en fait, Leslie, la particularité, je ne sais pas si c'est un poème. Déjà, je ne sais pas si on peut nommer les textes qu'elle a écrits pour Frédéric et moi comme ça, parce qu'en fait, c'est juste un dialogue ininterrompu entre deux voix. Une voix qui est en italique et une voix qui est en romain. Voilà, il n'y a pas de personnage. Et en fait, ce texte est vraiment sur la parole elle-même. Donc là, je rejoins aussi Jacques Bonafé, mais sur une autre... c'est-à-dire que Leslie met en voix, en fait, cette parole adressée à une autre, puisqu'on est deux, mais finalement, ça peut être une double voix. C'est aussi comme quand on se parle à soi-même. Et Leslie a une très belle parole, je trouve, sur ce qu'est la parole. C'est que la parole est forcément une parole adressée. La parole n'est que parce qu'elle est adressée, même quand elle est adressée à soi-même ou à un deuxième soi-même. Donc en fait, le texte est vraiment sur aussi l'expérience du langage, puisqu'elle reprend tous les clichés. Bon, tu vois, voilà, que tu vois ce que je veux dire. Tu vois, bon, on est des bons, d'accord. Bah voilà. Bah, voilà, elle s'amuse à des fois détourner comme ça ces choses du langage courant et du cliché, et à rentrer dans cette folie du langage ou du non-langage aussi, qui devient finalement un langage. Voilà. Et après, Leslie a un rapport au poète, évidemment, puisque par exemple dans Louise elle est folle, le dialogue devient fou, puisque c'est l'histoire d'une trahison de la parole. C'est que entre l'une a dit quelque chose à l'autre que l'autre a répété, enfin a trahi. Et à la fin, donc, il y a la confiscation de la parole de l'une par l'autre. La confiscation de la parole qui amène à la folie, qui amène à une... Et il y a notamment cette fin sur les ciels, où elle cite L'étranger de Baudelaire, et où elle dit « Moi, j'aime les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages ». Et en fait, je crois que Leslie est aussi très attachée à cette forme qui peut être peut-être une forme de poésie. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, donc je parle en non-spécialiste.
comme les nuages, c'est-à-dire que le langage et l'être et la parole et aussi le corps, d'ailleurs, je pense ça d'un point de vue de comédienne, est sans cesse mouvant, est sans cesse en train de se modifier, est sans cesse en train de travailler par association. Et en fait, la poésie n'est pas... c'est peut-être ça la poésie. Peut-être c'est que ça n'a pas de forme définitive. Ça ne peut pas être enfermé. Voilà, peut-être ça ne peut vraiment pas être enfermé. Et c'est vrai que l'écriture de Leslie travaille là-dessus. Et je pense que la scène... Alors, nous, on est dans un autre rapport, puisqu'en fait, elle l'écrit pour nous. Donc, elle écrit pour la scène, quand même. Elle le pense dès le début. Il y a d'autres textes qu'elle écrit sous forme de roman ou sous forme d'essai. Voilà. Mais là, les 3 textes qu'elle a écrits pour nous, c'était vraiment avec nos voix, avec nos corps. Moi, je suis l'écriture penchée, Fred est l'écriture droite. Enfin, voilà, il y a quand même une chose de proximité. On travaille ensemble. Et je pense qu'elle, quand on l'interroge sur... évidemment, elle entend nos voix, je pense. Enfin, la voix au sens même de ce qu'elle contient d'indicible aussi, la voix. La voix de chacun, c'est un timbre, c'est des aspérités, c'est voilà, des trous, c'est un timbre de voix, c'est des silences aussi. Et puis aussi une part de, je pense vraiment de dialogue, c'est-à-dire que, oui voilà, c'était ça que je voulais dire, je m'étais dit que je le dirais, mais il y a un des textes dans les outils, je crois, où elle dit que, non d'ailleurs, c'est pas dans les outils, je dis n'importe quoi, c'est dans elle a écrit un petit texte qui s'appelle Renversement, à la fin de Louise elle est folle, et où elle dit qu'en fait, le travail qu'elle a fait sur Louise elle est folle vient aussi de Buñuel, de Copy. Et elle dit finalement, elle cite une phrase de Robert Antelme, je crois, qui dit finalement, quand on était dans les camps, la seule chose à laquelle on pensait, c'était non pas de tuer le capot, mais de le retourner et de le tenir la tête en bas et de se marrer, de se marrer, de se marrer. Et je pense que dans l'écriture de Leslie Kaplan, il y a cette espèce... Enfin, et d'ailleurs là, dans son dernier texte, Désordre, qu'elle vient de sortir, il y a cette espèce de renversement totalement joueur et totalement qui fait acte de liberté en fait, justement, qui fait acte de possibilité de rire, hein. Voilà, de possibilité de renverser les situations, les choses. Et ça, je pense que ça a beaucoup à voir avec la scène quand même. Ça a beaucoup à voir avec le travail de comédien, de jouer aussi. Enfin voilà, il y a une chose du jeu. Donc si je vous comprends bien, finalement, la présence de la poésie dans le théâtre, elle peut consister à donc, mettre en valeur cette fonction, la fonction poétique du langage, faire ressortir les impasses auxquelles mène l'utilisation du langage. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que, au fond, comment est-ce qu'on peut identifier l'apport et la présence, tout simplement, de la poésie dans le théâtre? Est-ce que la poésie est présente dans le théâtre quand seulement le théâtre prend un peu le langage comme matériau principal de sa réflexion, de ses dialogues, ou est-ce que la poésie, elle est aussi présente d'une autre manière? Moi, je crois... mais moi, je suis vraiment pas spécialiste de la poésie. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on met derrière le mot poésie, parce que pour moi, en fait, la poésie, elle est tout le temps là dans le théâtre. Enfin, elle est même là dans l'acte de mettre en scène. Oui, on fait souvent appel à elle, oui. Parce que les metteurs en scène ou différents présentateurs du théâtre peuvent dire que là, il y a beaucoup de poésie dans ce texte-là, où cette mise en scène est pleine de poésie. Si par contre, ils devaient dire c'est un spectacle de poésie, ils ne le feraient pas parce que ça vide la salle. Ils ne vont pas dire à la cour d'honneur tel metteur en scène a travaillé sur... voilà, bon, sauf l'exception où Peter Brook travaille sur un poème ancestral, le transformant, le transcendant. Mais c'est curieux ce paradoxe, quand on dit qu'il y a de la poésie dans une pièce de théâtre,
c'est pas mal. Quand on dit c'est une pièce de théâtre de poésie, ça va pas fort, quoi. Et ne le reprochons ni au programmateur. On va d'abord le reprocher au public, tiens, pour s'amuser. Parce que c'est vrai qu'on a beau faire, quand on se balade en tournée et qu'on annonce ça dans son spectacle, il y a vraiment une barrière à franchir, il y a une difficulté. Si on dit c'est de la poésie en scène, et on ne sait pas pourquoi il y a des tas d'absences ce soir-là, qui ont promis de venir et qui faut le dire quand même. Voilà. Par ailleurs, à propos de théâtre, sans vouloir éliminer toutes les variétés, n'oublions jamais cette espèce de définition formidable du théâtre d'art, comme ça, qui appartient on peut dire à certaines expériences anciennes, futuristes ou autres, mais oui, il y a une recherche du théâtre en dehors de ce que... Mais Michel en parlera, voilà, c'est en tant qu'historien du théâtre, etc. En dehors, comment dire, du processus d'auteur de théâtre, il y a probablement un travail poétique de la mise en scène, de l'accord entre la mise en scène et les textes, les lumières, etc., qu'on pourrait appeler théâtre d'art. Alors Michel Simoneau, justement, ce travail poétique de l'auteur et du metteur en scène, comment est-ce qu'il se traduit, se manifeste? Comme on a abordé plein de choses, je ne sais plus, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Je vais revenir quand même sur une des questions du début, qui a été évoquée, sur la question de la lecture, la poésie, la lecture et la mise en voix. Et après, revenir, parce que ça a des conséquences. Je veux dire quand même qu'il y a... il y a une différence entre mettre en voix la poésie et la mettre en scène. Aujourd'hui, il y a une grande, il y a une mode mais au mauvais et au bon sens du terme, de la lecture de textes, de poèmes, comme de textes de théâtre. Et la preuve, c'est ce que tu fais en France Culture. Donc, c'est très important. Sauf que il y a quand même des ambiguïtés qu'il faut peut-être lever parfois, pas toujours, des fois il faut laisser le trouble, hein, mais des fois il y a une forme de spectacularisation du texte ou du poème, de ce qui est lu, de telle manière que le spectacle de ce qui est dit recouvre ce qui est dit. En tout cas, le poème. Le poème disparaît derrière sa mise en spectacle. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait un spectacle. Simplement, la manière de jouer ou d'interpréter recouvre l'écoute du texte ou de la langue. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits et de lieux où cette limite est franchie. Et on peut le mesurer au fait que, à la fin des lectures ou de ces mises en voix, ou de ces mises en scène de la poésie, les auditeurs n'ont pas envie de retourner, par exemple, au texte. Le spectacle de la lecture se suffit à lui-même. Je pense que les lectures intéressantes sont celles qui permettent, qui donnent à voir un rapport, une relation vivante entre une écriture. On fait entendre, ce dont on a fait parler tout à l'heure, fait entendre ce qu'il y a dans l'écriture, la tessiture, sa musique, sa langue, sa rythmique, à travers une langue, un corps, à travers une corporalité, une matérialité physique de cette langue, mais qui donne envie quand même de retourner d'aller voir ce qui est dit. Voilà. Je pense que là, il y a quelque chose qui me semble important. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un problème. C'est vrai pour le théâtre. Il y a une mode de la lecture du théâtre, par exemple, qui pourrait faire croire qu'il y a une autonomie du texte, par exemple, que le texte de théâtre est reconnu comme tel. Non, parce qu'il y a des lectures qui sont des formes de mise en scène qui n'ont pas l'air d'en être. Et donc, qui fait que ça rejoint ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire qu'on perçoit souvent, à tort, parfois à raison, mais à tort aussi, qu'un texte de théâtre n'est pas achevé, puisqu'au fond, son achèvement, ce serait la scène. Donc, ceux qui achètent des livres, enfin en tout cas ont envie, s'intéressent au théâtre, ont souvent pas envie de lire des textes, dans la mesure où pour eux, le texte, c'est la scène qui en donne l'achèvement, qui en donne la preuve, qui en donne la qualité.
Or, c'est un vrai problème parce que ce n'est pas vrai. On voit bien aujourd'hui, on regarde dans l'histoire d'ailleurs, ce qu'on appelle les classiques, ou ailleurs, ou même aujourd'hui des textes contemporains, on en parlera tout à l'heure, des textes d'aujourd'hui, disons, où les textes valent par eux-mêmes et n'attendent pas la scène pour pouvoir être achevés, dans une forme achevée. Et ça, c'est une question dont nous nous occupons beaucoup aux États généraux, et c'est pour ça que je suis redevable à la profession spectacle de soulever cette question aujourd'hui, qui est importante, de la place du texte et du poème. Après, pour ne pas être trop long, parce que la question que vous m'avez posée à la fin, c'était et le théâtre, c'est ça? Non? Oui, c'est qu'est-ce que la poésie apporte au théâtre et comment se manifeste oui, là, la présence de la poésie dans le théâtre, à la fois dans l'écriture théâtrale et dans sa mise en scène. Oui, parce que là, ça revient aussi des choses qu'on a fait allusion, c'est-à-dire que soit on dit la poésie, soit on parle de poème dramatique, c'est le texte qui est poétique, soit on dit la poésie vient de la représentation scénique, dire le théâtre produit de la poésie. C'est un mouvement historique, on parlait d'histoire aussi. C'est comment, à une époque, au milieu du XXe siècle, un mouvement littéraire, le dadaïsme. Il y a quelqu'un dans la salle qui est spécialiste de ça, c'est Père Languenès, que je cite souvent et qui m'inspire. C'est vrai, cette question. C'est-à-dire que cette époque où, c'est Artaud, c'est Vitrac, c'est tout ça, c'est cette époque où, effectivement, la scène revendique de dégager sa poésie à partir de la scène, et contre le texte. Contre le texte. Et d'ailleurs, le mot poème dramatique est advenu contre la limite. Non, le poème dramatique était utilisé, comme l'a dit, par rapport au texte, désigner le texte, contre, à une époque, contre la mise en scène, contre le spectacle, effectivement. Et là, il y a eu, mais je vais arrêter là parce que sinon ce serait trop long, mais je voulais terminer parce que je voudrais lire la phrase d'Antoine Vitez, auquel vous faisiez allusion au début. Antoine Vitez a écrit, tout le monde connaît l'importance de ce grand metteur en scène du XXe siècle, très très grand metteur en scène, qui écrit en 88, c'est toujours, alors il parle du poète dramatique, et il dit c'est toujours l'auteur qui est à l'origine des transformations du théâtre, j'en suis certain. Oui, le poète, parce que pour lui, l'auteur c'est un poète dramatique, donc oui, le poète dramatique vit dans l'ignorance immédiate du théâtre. Le travail poétique, théâtral, c'est précisément de faire toujours reculer les bornes du théâtre. Et il dit dans une autre phrase que le poète dramatique, l'écrivain, n'a pas à se soucier de ce que va devenir scéniquement son écriture. C'est un défi qu'il lance au metteur en scène et c'est à lui d'en trouver la solution scénique. C'est-à-dire que la scène va porter une forme de résolution poétique, autre à partir de la scène, dans sa représentation, que n'a pas à se poser dans son écriture, dans sa forme, le poète. Et on pourra dire pourquoi tout à l'heure. Bien, merci Michel Simoneau. Donc si je vous comprends bien, la poésie, elle est dans le texte, elle n'est pas dans la mise en scène du texte. Si. Je pense que c'est... Si, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'y est pas. Je dis qu'il y a ces deux choses qu'on peut distinguer. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie relative du texte. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on met en scène énormément de textes qui ne sont pas destinés à la scène. C'est donc bien que, et c'est un paradoxe, que plein de gens, dont moi, écrivent, et je ne suis pas seul ici, pour écrire pour la scène, à destination de la scène. Est-ce pour autant que nos textes ne valent pas comme texte autonome et donc dans leur propre poésie? On va dire après peut-être ce que c'est que la poésie dans ces textes-là. Non, je pense qu'il y a une... Après, ce que la scène fabrique, représente, propose comme solution scénique, je dirais, de la représentation du texte, dégage une poésie qui inclut un rapport au texte, fabrique un rapport au texte, à la langue, à travers la représentation. Mais c'est pas... Je pense qu'il faut les distinguer. Merci. Je voudrais vous poser une question à Ariel Spigler, parce qu'on disait tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure qu'au fond, tous les poèmes ne sont pas faits pour être dits, proférés.
certains étant faits pour être lus, un peu dans une certain secret ou une certaine intimité. Dans vos spectacles, vous chantez des chansons que vous composez. Vous dites également des poèmes, je pense notamment des poèmes de Maurice Sèvres, je crois. Non, je chante un poème. Vous chantez un poème de Maurice Sèvres, pardon. Et vous dites certains de vos poèmes. Comment est-ce que vous choisissez vos poèmes, les poèmes de vous que vous allez dire? Et comment est-ce que vous faites la sélection entre ceux qui vont rester un peu dans cette intimité entre entre vous et le lecteur, et ceux que vous allez dire sur scène? Quel est peut-être le critère qui fait que vous allez les dire, les proférer publiquement? Je crois que c'est pas un choix très mental. C'est Jacques Bonafé disait tout à l'heure que le texte va lui-même vers une forme de discrétion ou quelque chose d'un petit peu plus furieux. Et je pense que c'est dans le texte lui-même, mais je ne sais pas très bien comment répondre à votre question. Ce que je sais, c'est que toute cette histoire d'aller lire ses poèmes devant des gens ou d'avoir un rapport avec la scène, pour moi, c'est l'expérience d'une situation de crise qui, en fait, qui m'apprend quelque chose sur ce qu'est la poésie, pour moi en tout cas, qui est... je le découvre avec ce spectacle aussi. Et, je me rends compte que j'ai l'impression que la poésie, c'est un genre qui se définit peut-être dans le fait de ne pas avoir de place, d'avoir un rapport à l'espace et au fait d'occuper une place complètement violent, en fait. Peut-être que la poésie est précisément ce qui est éjecté de toute place. Et d'ailleurs, on le voit socialement, c'est un problème depuis la Grèce, même dans Platon, il en parle. Il y a quelque chose d'inassimilable à la cité de la poésie et du poète. Et du coup, celui qui écrit, ou qui en tout cas aime ce genre-là, et qui se laisse transformer par ce genre et altérer, il se retrouve dans cette situation complètement vagabonde. Avec la place, en fait, il n'en a pas. Et il ne peut pas en avoir, il ne peut jamais s'asseoir, je crois pas. Et donc, les poèmes qui vont sur la scène, ils ne sont pas vraiment faits pour y aller. Enfin, je crois qu'un poème, ça ne tient pas en place. Et c'est bizarre parce que, précisément, c'est ce qui va rester au plus profond de l'expérience quand même. Peut-être par cette espèce d'impossibilité de le saisir et de l'assigner quelque part. Et je crois que c'est son rapport à la finitude et à la mort qui fait ça. Et je pense que si les gens ne vont pas tellement écouter de la poésie ou en lire et tout, je crois que c'est par horreur de la mort. Et qu'on est tout le temps à la frontière entre des mondes qui se chassent. Et que, voilà, je ne sais pas si ça répond à... Merci. Alors, je voudrais poser la même question à Jacques Bonafé. Qu'est-ce qui déclenche chez vous votre décision, votre volonté de lire un poème? Et qu'est-ce qui vous fait écarter peut-être d'autres poèmes que vous estimez ne pas pouvoir être lus à la radio? J'entends rester dans ce qui vient d'être dit, effectivement, l'idée que ça ne tient pas en place et qu'il faut s'arranger pour que ça dure, que ça ne tienne pas tout à fait en place. Alors, c'est une idée compliquée. On a beaucoup parlé du théâtre. Or, l'intitulé, j'aimerais le redire, c'est « La poésie et la scène ». Ça nous permet d'avancer. Parce que le théâtre, selon Vitesse, c'est un endroit où, s'il vous plaît, on ferme les portes, laissez-nous, revenez dans 1 heure. Vous comprenez, on va vous préparer quelque chose. Et c'est magnifique, on peut faire un objet formidable. Vous comprenez ce que je veux dire? Laissez-nous, on va vous préparer quelque chose. C'est un mystère incroyable. Laissez-nous, c'est en train de se préparer. Il y a quelque chose de la scène, effectivement, de l'irruption quasiment au sens passant, au sens passager du poème sur la scène qui nous maintient ici, qui nous justifie ici déjà. Lorsqu'on essaie de faire des spectacles de poésie en scène,
on prend beaucoup de risques. Très beau spectacle de Jacques Nichet, qui voulait faire un hommage à la poésie, 2000-2001. Et il y avait à la fois la plus belle élévation de travail théâtral, de diction du texte, et en même temps des dangers terribles. L'univers onirique, par exemple. C'était des très belles lumières lunaires. Il y avait d'ailleurs des lits sur scène, comme une ambiance un peu entre somnambule et rêve éveillé, etc. Et non, le poème, il vient de se lever, quoi. Il est beaucoup plus... et c'est vrai que le poème bénéficie assez profondément de ces modifications de forme. Alors voilà, j'achève et je réponds en cela. Lorsqu'on aboutit trop bien, hier on m'a cité une très belle phrase de Michel Bouquet qui dit « Oh, vous savez, je crois qu'il vaudrait mieux pour vous un auteur qui se lise mal qu'un acteur qui le lise bien. » Voilà. Qui disent à propos du poète, hein, c'est qu'effectivement, on n'est pas au bout de nos peines. Quand on a fait un truc sur scène qui se tient bien, bah, avec la poésie, il faut aussi le défaire. Voilà, il faut aussi... il y a constamment un travail de la question des formes, du mouvement des formes qui fait que, oui, aujourd'hui, on tente des lectures de différentes manières et que ça répond à beaucoup de choses. Pourquoi à la Maison de la Poésie, plus particulièrement, par exemple, il y a pas mal de lectures d'auteurs, c'est justement pour cet entre-deux, et c'est de la scène, hein, c'est souvent de la scène. C'est-à-dire cet endroit où aujourd'hui la poésie se cherche aussi dans le dispositif spatial et puis physique, parce qu'une personne est là. Hein. En scène, ça veut dire le corps. Bon, ben, on revient à ces fondamentaux et ça organise des choses. Avant d'avoir rusé trop finement grâce aux matières du théâtre, la scène, ça vous donne les éléments premiers et puis ils sont là, ils jouent entre eux. Je terminerai juste en disant ceci que j'aime être envoûté par le surgissement d'un poème, ne pas m'attendre à où il va, sa direction, etc., ou être séduit par un chant. Et parfois, j'aime pas que ça dure. Il faut que ce soit, je reviens un peu sur ce que je dis, mais il faut que ce soit aussi arrêté, non pas contredit, mais arrêté. Voilà, c'est un problème de comédien. C'est que, en même temps qu'on possède très bien un art, on commence à connaître très bien Rilke, dont je vais vous lire quelques passages, les plus beaux poèmes de Rilke, etc. Et on peut tenir son public 1 heure, je ne suis pas sûr qu'on lui rende service. Il faut que tout d'un coup, au milieu de ce récital, de ce gala de voix, on puisse s'arrêter et dire... ça, d'écrire le poème réellement dans ce que tu disais, Michel, parce que c'est en train de nous dire quelque chose. Il faut dire, c'est comme de lire précisément ce qu'il y a dedans, quoi. Il faut les deux termes. Le poème en scène, c'est sa capacité à être abordé par tous. Et je parle des interprètes autant que du public. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Passerait un enfant qui arracherait le poème de M. Laurent Terzieff et qu'il lirait, il aurait raison. On entendrait Rilke aussi bien. Oui, non, je prends la patte. Allô? Oui? Allô? Allô, je sais pas, ça marche pas. Allô? Si, ça marche? Allô? Ça marche. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que par rapport au théâtre, parce que là, ce que tu dis, c'est de point de vue, et je l'entends bien, du point de vue du comédien, de celui qui choisit les textes pour les dire. Moi, je dirais, personnellement, pour écrire, quand j'écris, écrire du théâtre avec un enjeu poétique, ou poétiquement du théâtre plutôt, c'est ça, l'enjeu, c'est écrire poétiquement du théâtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très important, je trouve, d'autant plus que le théâtre tente à asséner des vérités, beaucoup. C'est un théâtre qui sent illustrer le réel, démontrer, démonstratif, un peu comme ça, immédiat. Et écrire poétiquement ce théâtre qui essaie de rendre compte du réel, comme du politique, c'est important parce que ça veut dire pour moi travailler la forme de la langue. C'est la langue qui est dans un travail du sens, du rythme,
du déplacement des règles, du déplacement de son fonctionnement, du déplacement de la langue, enfin, et que ce travail de déplacement de la langue permet le déplacement et la mise en question de la perception du thème dont il parle, du référent, de l'histoire, du sujet, du politique. Et ça permet de sortir des certitudes tout en traitant de la vie concrète et en traitant. Et je pense que de ce point de vue-là, travailler la musicalité de la langue, c'est-à-dire poétiquement la langue, c'est permettre au public de se mettre dans une situation d'interrogation de ce qu'il perçoit. Et étant dans une incertitude de perception, il n'est pas dans une incertitude par rapport au réel, mais il est dans une incertitude, dans un questionnement de sa position par rapport à ce qu'on lui propose. Et je crois que la forme du travail de l'écriture permet cela. Et juste pour terminer, tu parlais de Reznikov. Reznikov, lui, quand il parle des camps, dans l'Holocauste, c'est une langue qu'on appelle objectiviste. C'est-à-dire que c'est en travaillant une langue dans sa dimension objective, c'est-à-dire dans sa structure la plus simple, apparemment la plus claire, qu'il crée ce vrillement, qu'il crée cette position inconfortable entre cette chose horrible dont il parle et cette langue apparemment, enfin cette langue claire qu'il la nomme. Et c'est dans la forme versifiée qu'il crée quelque chose qui tremble entre deux. Et je pense que c'est au fond, travailler poétiquement la langue, c'est chercher un rapport dans la forme à ce dont on veut parler. Et chercher ce tremblement dans la forme par la langue. Voilà, je m'arrêterai là pour... Et juste si je peux dire un mot, moi je suis assez touchée aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que c'est... Alors, j'ai l'impression que c'est aussi ce que la scène peut amener à la poésie ou la poésie peut amener à la scène, c'est aussi tout ce que contient finalement, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est dans les temps de silence, dans les temps de suspension, tout ce qui est dans chacun des mots qui est multiple en fait et qui ne peut pas justement trouver une place définie qui arrangerait tout le monde, mais qui au contraire est là à un moment, puis se déplace, puis se dévoile autrement, puis se perd, puis se retrouve, et que c'est peut-être ça, la poésie peut-être, c'est justement cet endroit en effet où il n'y a pas d'enfermement et d'assignation ni dans les mots, ni dans les corps, et c'est peut-être ça aussi qu'on cherche au théâtre, et on n'y arrive pas toujours. Et voilà, parce que c'est aussi une chose très suspendue et très, très subtile qui n'arrive pas tout le temps d'arriver à toucher cet endroit ouvert aussi. Cet endroit où tout n'est pas dit. C'est Pasolini qui dit dans Pylade, il dit une très belle chose à un moment donné, il dit que si tout est... Enfin, je ne me rappelle plus la phrase exacte parce que ça fait longtemps que je l'ai lue. Mais il dit que si tout est sous une lumière claire et où on voit tout, c'est le fascisme en fait. Et qu'il faut des obscurités, il faut des endroits indéfinissables qui seraient peut-être la poésie. Et encore, peut-être dire le mot poésie, c'est déjà trop, je sais pas. Oui, ce que je comprends, c'est que pour vous, la présence de la poésie, elle se signale dans une sorte d'étonnement face au langage, et notamment face au langage, presque de mise en étonnement face au langage tel qu'il est utilisé tous les jours, en partant un peu justement de ce langage lexicalisé ou utilisé. C'est vraiment jour. Leslie là, qui utilise ce mot tout le temps. Quel mot ? Étonnement. Et c'est vrai que c'est l'étonnement face à une phrase, face à un mot qu'on dit. Et en fait, d'un coup, ce mot... par exemple, il y a un texte qu'elle a écrit « Toute ma vie, j'ai été une femme » et elle s'est réveillée un matin en se disant, donc ça va être le titre « Toute ma vie, j'ai été une femme ». Mais ça veut dire, c'est quoi ?
cette phrase. Toute ma vie, j'ai été une femme. Voilà, il n'y a pas de réponse, en fait, aussi, peut-être. À l'étonnement, il n'y a pas de réponse. Il y a un étonnement qui suit, un autre étonnement qui suit. Et d'étonnement en étonnement, comme ça rebondit. C'est pour ça que ça a à voir avec le jeu. Peut-être aussi, parce qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a pas de conclusion, je pense. Alors, je sentais poindre tout à l'heure une sorte de critique ou un peu de dépit dans ce que vous disiez, Jacques Bonafé, je ne sais pas si j'ai bien compris, dans le fait que certaines mises en scène peuvent parfois écraser le poème qu'elles prétendent, ou le poète qu'elles prétendent servir, et finalement faire passer le texte au second plan, oui, derrière la mise en scène. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, il n'y a pas de critique, on doit essayer de se souvenir ensemble où est-ce qu'on a vu de la poésie travailler en scène. Et qu'effectivement, je dis, il y a un certain nombre de ces spectacles qui conduisent à une mise en scène onirique et qui est un point de vue un peu vague sur la poésie. Là aussi, il faudrait interrompre le spectacle, rallumer les lumières au milieu pour dire « Attendez, c'est de l'écriture, c'est de la poésie. Quand je dis de la poésie, je dois faire entendre cet intermédiaire d'écriture qu'il y a. Je ne dois pas tout le temps suspendre les gens dans la magie, dans la rêverie des métaphores. C'est pas ça. » Tiens, je réécoutais des petites phrases comme ça. Non, c'est juste à des moments entendre. Je suis en train de penser à Guy Vic, j'arrive plus à. Mais qui dit la poésie, ça n'est pas que des métaphores. Voilà, il va entendre réellement ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça peut-être qu'on a fait allusion à Reznikov. Par ailleurs, se souvenir qu'il n'y a pas. Effectivement, c'est toujours difficile à ceinturer tout ça, se souvenir d'autres choses, d'autres traditions poétiques en scène. Il y a quelques années, j'étais au Yémen, on me dit il n'y a pas de théâtre. Mais on me dit on passe des nuits entières à écouter de la poésie. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de théâtre. Faisait penser un peu, peut-être situation magique, vous savez, du salon de musique de Satyajit Ray, où des gens s'enivrent de poésie pendant toute une nuit. Me faisant penser, toute une nuit d'ailleurs, ça pouvait commencer tôt dans la journée, mais me faisant penser à une autre, tout d'un coup, nous, on sait qu'on a rendez-vous à 20h30 pour aller voir un spectacle, alors que là, ça a laissé supposer une chose qui n'a pas de temps, qui n'a pas. On sait que, à cet égard, je toujours pareil, hein, je pense à la scène et à la poésie, il y a des choses très conventionnelles qui sont plébiscitées, qui ont un public énorme à l'étranger. On en parle souvent entre nous, tu sais. Ce festival à Bogota, il y a des milliers de gens qui viennent juste pour écouter des poètes. Je pense que c'est un moment de scène important, le moment où la parole est concrétisée par la présence de ces gens-là. Il faut juste s'en souvenir. Il y a un grand cas de théâtre, parce qu'on pourrait en citer plein, qui est réellement celui de Valère Novarina. Voilà, parce que là, il y a constamment la question de savoir ce qu'on voudrait faire, hein, dans les purs, pour que ça reste un poème, mais qu'en même temps, ça ait le droit d'être du théâtre. Il nous a envoyé des moments inoubliables, une espèce d'aboutissement. Quelquefois, c'était juste André Marcon avec le discours des animaux, et ça voulait dire « je suis dans l'espace ». Le poème arrêtait d'être dans l'invisible, c'est la position de Marcon dans l'espace, un certain type de profératio. D'autres fois, le travail des objets chez Novarina conduisait à un choix en scène, et peut-être conduit à ce qu'aujourd'hui on pourrait penser qui est en attente, un rapport avec des artistes plasticiens, ou en tout cas une relation à l'espace plastique, voilà, il y a des passerelles entre les deux, il faut qu'on aille y voir, quoi. Ouais.
ouais, entre non pas l'art contemporain, mais l'expérience d'art plastique et la scène et l'écriture. Est-ce que le poète est le mieux placé pour lire ses poèmes? Question ouverte. Est-ce qu'il n'est pas le mieux placé pour lire ses poèmes, le poète? Non, mais il ne faut pas l'oublier. Non, mais c'est... Non, La réponse est peut-être négative, mais... pardon, je vais parler de manière très subjective, enfin très personnelle. Ayant travaillé avec certains auteurs, ils avaient absolument besoin de moi pour que ça aille plus loin, quoi. Voilà, avec Darras, on a fait avancer certains poèmes dans la voie mécanique qu'ils avaient. Par contre, j'ai travaillé avec Janvier qui m'a fait beaucoup avancer parce qu'il avait une espèce de nostalgie à laquelle je voulais pas céder, qui était une petite plainte intérieure. J'ai mis beaucoup de temps à penser, à comprendre qu'il utilisait cette plainte pour s'en moquer simultanément, pour dire « Oh, qu'est-ce que je suis pitoyable quand je me plains ». Et ça a créé une espèce de balancement ancien de la poésie qui en fait était très récurré, qui avait gratté de tous les côtés. Il avait un balancement qui était formidable. J'ai rencontré Verhaegen, je pensais que c'était un homme en colère, Jean-Pierre Verhaegen, degré Zorro de l'écriture. Et en fait, c'est quelqu'un d'une douceur camarade absolument incroyable. Il fallait que j'en transmette quelque chose. C'était bien qu'un comédien s'empare de sa matière verbale. Il y a beaucoup d'auteurs comme cela. De nouveau, on pense à Novarina qui écrit pour la bouche de l'acteur et qui se lit lui-même très bien. On ne peut pas en faire de principe. Je crois qu'il est vraiment... bon, d'abord, c'est d'actualité d'entendre souvent les auteurs, parce que ça se manifeste de part et d'autre, il doit bien y avoir une raison. Et ensuite, c'est toujours bien d'avoir une référence à leur lecture, quand eux se lisent. Alors, ce sera peut-être ma dernière question. Est-ce que la scène est l'avenir de la poésie? Est-ce que la scène peut permettre à la poésie de sortir peut-être d'un certain confinement dans lequel elle pourrait se trouver? C'est compliqué parce que à la fois on voit que la poésie sort, enfin on le constate, la poésie sort, elle est dite, elle en voit partout. J'ai dit au début, elle devient. Le problème c'est qu'à force de sortir, elle devient spectacle aujourd'hui. C'est ça, elle devient événement. Et le problème c'est comment elle sort. Enfin, elle sort comment? Elle sort par des acteurs et elle peut être submergée, comme on l'a dit, par l'interprétation. On va aller pour faire simple. Par ce qu'on voit, par les signes de la représentation, et on oublie la poésie. Il y a une façon de faire sortir, mais c'est vrai pour le théâtre ou pour d'autres choses. On le voit en philosophie aussi, à force d'écouter de la philosophie de café, on finit par oublier qu'il y a de la philosophie qui existe, quoi. On oublie, on écoute des philosophes philosopher. Enfin, et il y a un côté comme ça aujourd'hui qui est problématique, c'est-à-dire cette espèce d'événementialisation de la vie, où il y a besoin que les choses soient vues, montrées, entendues, ce qui fait qu'on n'entend pas ce qui doit être entendu. Parce que, par exemple, cette chose importante, cette formule que je reprends décidément encore à Pierre Langnès, qui dit la parole cesse d'être conçue comme un moyen. Il parle aujourd'hui dans la dimension poétique du théâtre ou de la poésie. La parole cesse d'être conçue comme un moyen ou un instrument au service du drame pour en devenir la matière, l'enjeu même. Il faudrait que ce qui sort, ce qu'on entend, fasse entendre la matière même, c'est-à-dire la langue. C'est la matière qui doit être mise en scène, c'est sa forme, c'est sa rythmique, donc c'est la matière de la langue, et non pas la parole qu'on entend. Et si la parole bouffe cette matière, je crois qu'il n'y a plus de poésie. Je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui avec ça. Ce que je dis n'invalide pas de ma part, ce n'est pas une critique des lectures en public ou de la poésie qui sort sur les scènes, les théâtres, les festivals, dans les places des villages. C'est comment on le fait. Cette question, elle est politique. Ariel Spigler voulait réagir sur ce point-là. Jacques Bonafé, il parlait d'une génération de poètes qui était très scénique et très... voilà.
J'ai l'impression que les poètes de la nouvelle génération, ils sont parfois très scéniques, mais parfois pas du tout, et comme si on avait un peu deux mains gauches, quoi. Voilà. Je sais pas si, cette histoire d'avenir, je sais pas. Mais ce que je pense, c'est que s'il y a une contre-culture aujourd'hui, c'est ça, c'est la poésie. Et là, je veux dire, c'est tellement pas rentable, et ça intéresse tellement personne que quand même, on ne peut pas reprocher à la poésie de ne pas être très profondément contre-culture et une résistance absolument à tout. Et peut-être que si on allait passer des nuits comme ça, comme disait Jacques Bonafé, à rentrer dans un truc, un temps qui est complètement pas très raisonnable, on voit bien. Et on sait bien que ça pourrait comme ça durer indéfiniment et se liquéfier. Je pense que ça pourrait mettre un peu par terre tout le fonctionnement social. Ce serait comme Bartleby qui dirait... ce serait le truc qui fait que plus personne voit tellement pourquoi aller à la Défense en cravate et tout. Et donc voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse. Donc vous proposez de transposer en France les nuits yéménites consacrées à la poésie, c'est ça? Je pense que si on faisait ça... Ça a été fait. Voilà. À l'Institut du monde arabe. N'oublions pas de les... C'est vrai. Dans un monde où il y a tellement de sollicitations que ça n'est plus tout à fait le même sens. Hein, il faut aller voir ça, et puis aussi, il faudra demain matin, il faudra aller voir telle chose, etc. Peut-être, j'ai vu ça dans un monde où, par ailleurs, on avait le temps de la monotonie, le temps de l'ennui, et où le champ poétique s'élevait d'une autre manière. Oui. À la question qui était posée, oui, absolument. La poésie attend ces scènes. Elle n'a pas encore trouvé ses grands metteurs en scène. Il en faut. Il y en a qui se trompent tout le temps, qui les prennent et qui la mettent au théâtre. C'est pas le truc à faire. Voilà. Il y a aussi des intermittents qui ont besoin de vivre et qui prennent un auteur, un poète, et qui font des évocations du poème. Et je pense un petit peu à ces tentatives en disant que décidément, il faut des metteurs en scène marquants de ces expériences de poésie, ouverts à ce qui se passe aujourd'hui, qui réagissent avec toutes les techniques dont on dispose. Et pourtant, j'aime ce qu'il y a de plus dépouillé dans la poésie. Régulièrement, je me suis battu pour qu'on retire les musiques à telle soirée ou telle présentation de poésie, ou qu'en tout cas, on décide de choisir, qu'on ne fasse pas les deux ensemble. L'accompagnement musical aidera à faire passer le poème. Non, 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 non. J'ai besoin de quelque chose de dépouillé sur la scène. Et cet aboutissement-là, à chaque fois, attend son metteur en scène. Alors, je voudrais juste vraiment une phrase. Je suis entièrement d'accord avec tout ça et avec ce que tu viens de dire, Jacques Bonafé, totalement. Mais j'avais quand même une petite question. C'est se rassembler pour écouter de la poésie tous ensemble. Ça peut poser une question. Rappelons-nous des moments où on invitait tout le monde à écouter la poésie ensemble au même endroit. Des fois, c'était le contraire de ce que nous disons ici. Donc, c'est quel rassemblement nous proposons? Cette célébration commune de quoi? Donc, quelle poésie? Je pense qu'on ne peut pas la poser en soi, cette question. C'est quel poème et quel rapport social à cette célébration commune? Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Élise Vigier, Ariel Spigler, Jacques Bonafé et Michel Simoneau. Merci. Bon après-midi.